Salut la compagnie! Bon, qu'est-ce que c'était chaud ce match entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Sincèrement, c'est ouf l'ascenseur émotionnel qu'il y a eu durant tout le match. Parce que on finit sur le score de 3-2 pour l'Aston Villa. Paris est qualifié, mais t'as pas le sentiment que les joueurs sont heureux. On le voit sur les images et tout, ils font limite la gueule. Dembélé homme du match, de façon un peu incompréhensible, hein, je l'ai pas trouvé terrible dans ce match-là. Il fait la gueule sur la photo avec le trophée. Et je comprends tout à fait vu la physionomie du match. Et j'ai pu voir aussi au passage les différentes chaînes de télé, les différents podcasts qui ont parlé de ce match-là, et je suis pas d'accord avec leur analyse. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on a fait 3-2, on a perdu 3-2, et globalement, la plupart des gens, en fait, ils disent que Paris a déçu dans ce match. Et il y a eu des choses qui ont été très décevantes. Mais rembobinons, pardon. On a perdu 3-2. Ce qui fait que sur le cumul des deux matchs, on gagne avec un goal average favorable de 1 point. Mais imaginons que ce match-là, on l'ait perdu 1-0. Avec genre but à la 70e minute, et puis on tient bon les 20 minutes qui restent et tout. On aurait dit, bah voilà, Paris a été solide, ils ont tenu face à Aston Villa, c'est très bien, c'est une forteresse quasiment imprenable, ils ont perdu qu'un match cette saison à Aston Villa, ils ont tamponné le Bayern et tout. Quand même, ça aurait été une belle perf. Mais le fait qu'on menait 2-0, qu'on dominait les débats complètement dans ce match pendant les 40, 30, 40 premières minutes, quasiment, hein, je dis pas qu'Aston Villa a pas existé, mais je dis juste que on gagnait 2-0, on avait la main mise sur le match, tout se passait bien. Aston Villa créait des ouvertures parce qu'ils étaient obligés d'attaquer, ils avaient 2 buts de retard à rattraper, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose, et du coup ça crée des ouvertures aux Parisiens, et on mène 2-0, tout se passe bien, et derrière, bam, 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 on va s'en manger 3, un en première mi-temps et les deux après, j'en parlerai un peu plus en détail après, et il est là le problème en fait. C'est le fait que, après le 2-0, on se dit, le match il est plié, on a gagné, et comme on voit Aston Villa qui met un but, on se dit, bon bah c'est pas grave, ils font ça, c'est pour sauver l'honneur, ils sont chez eux, ils mettent 2-1 et tout. Ils arrivent à 2-2, on fait, bon, il y a encore 2 buts d'écart à rattraper, donc globalement on est serein, faut juste pas se relâcher. Et 2 minutes après, ils en mettent un troisième, et là tu te dis, oulala, on est avant la 60e minute de jeu, il y a plus d'une demi-heure à tenir encore, et s'ils mettent un but, ça va aux prolongations, au tir au but, pour peu qu'ils en mettent pas deux, et on s'est rappelé du scénario du Real Madrid qui nous avait volé la victoire, enfin qui nous avait volé la qualification il y a 2-3 ans de ça, donc forcément ça c'est dans les têtes des gens, et on se dit putain on va revivre le même scénario. Alors moi j'avoue, j'étais pas spécialement inquiet vu la physionomie du match et tout, quand j'ai vu qu'on tenait le 3-2 pendant, on s'est pas enchaîné en fait 3 buts de suite. Quand j'ai vu que ça a tenu et qu'il n'y a pas eu d'autres buts qui ont enchaîné directement et que Paris s'est un peu réveillé, je me suis dit normalement ça devrait bien se passer. Surtout que quand j'ai vu que on avait de l'autre côté Unai Emery qui était en train de faire tous ces changements pour remplacer des joueurs défensifs par des joueurs offensifs parce qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il marque. Je me suis dit, même dans l'hypothèse qu'il y ait un 4-2 et qu'on soit obligé de jouer les prolongations, là, actuellement, Luis Enrique, je pense qu'il se préparait à ça. Donc, il attendait sagement. Il a juste fait rentrer Désiré Doué à la place de Barcola au début de la deuxième mi-temps. Il avait encore des joueurs offensifs qui étaient prêts à venir, qui étaient frais. Donc, normalement, ça aurait dû bien se passer, même si on se faisait rattraper. Bon, heureusement, le scénario n'a pas eu lieu, hein, clairement, mais il faut revenir sur le match. Hein. Là, j'ai fait un résumé un peu rapide de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti et tout, mais déjà, alors, il y a eu une domination, pas une domination véritablement, mais en fait, Aston Villa a laissé passer des choses. Paris jouait avec quasiment la même équipe, sauf qu'il y avait Marquinhos à la place de Beraldo, et que Doué était préféré, enfin, était enlevé pour Barcola, parce que, et je peux comprendre tout à fait Luis Enrique, Doué, il est doué, ah, le jeu de mots, pour être dans les petits espaces, alors que Barcola, lui, il aime bien les grands espaces et tout, et avec une équipe d'Aston Villa qui était obligée d'attaquer, eh ben, il y allait forcément avoir des ouvertures qui permettaient à Barcola de passer. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là, donc d'un point de vue tactique, Luis Enrique avait pour moi la meilleure composition possible en début de match. Bon après je trouve qu'il a remplacé Doué un peu trop rapidement. Moi j'aurais laissé Barcola plus longtemps, mais bon ça c'est mon point de vue personnel, surtout que Désiré Doué a pas apporté énormément de choses offensivement parlant, mais du coup on mène 1-0 grâce à une contre-attaque du feu de Dieu menée vraiment c'était magnifique. Le deuxième but qui arrive quelques minutes après, vraiment pareil, on se dit là c'est bon, on a roulé sur l'adversaire. À Aston Villa, ils sont KO. Ils ont 3 buts de retard à rattraper pour essayer au moins de faire les prolongations et les tirs au but. C'était game over. Et en fait, là, j'ai ressenti, et je le sentais déjà avant le début du match, un problème au niveau de la défense.
Parce que quand tu vois l'attaque, que ce soit... Alors, Gvara a pas été terrible et Dembélé non plus, je trouve. Et Dembélé un peu trop perso, il y a plein de moments où il aurait dû faire une passe plutôt que tirer, et ça aurait pu mener à quelque chose. Mais Dembélé, Gvara et Doué ou Barcola, surtout avec Barcola, ça, on a l'impression en fait que les mecs ils s'entendent à merveille. Même avec les offensifs qui les aident, avec à savoir Mendes et Hakimi, j'ai l'impression vraiment que les mecs ils sont en symbiose complète. Je veux dire, si jamais Dembélé il prend la place de Barcola, Barcola il se déplace, etc. T'as vraiment un sentiment en fait de permutation incroyable qui fout des problèmes impressionnants dans les défenses adverses qui savent pas quoi faire parce que Dembélé il se déplace, tu peux pas demander à un latéral droit de défendre sur Dembélé s'il passait de son couloir à l'autre et tout, c'est pas possible. Donc c'est une vraie galère pour eux de réussir à s'organiser face à cette attaque qui a l'air vraiment... comment je peux dire ça? Qui a l'air fusionnelle en fait, où t'as vraiment l'impression que ça combine bien, ça fait des trucs en 1-2, quand il y en a un qui part, boum, il y a l'ouverture qui arrive, vraiment, tu sens que c'est parfait. Et la défense parisienne, mais quelle catastrophe! Le premier but qu'on se mange, en dehors du fait que le mec il a fait 20 mètres sans être emmerdé par personne, hein, les défenseurs ils vont pas dessus, ce serait vraiment horrible, il y a une passe qui est faite sur le joueur qui est à gauche, là, il est tranquille. Tranquille, Pacho était dessus et finalement il s'est dit bon on va le laisser tranquille, il a l'air sympa. Donc lui bah il est tranquille, il tire, Pacho contre, je crois que c'est ce tir-là, il contre et puis ça finit dans les buts à cause de ça parce que Donnarumma est gêné. Et le deuxième but, oh mais le deuxième but, putain mais le joueur, et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il y a deux problèmes pour moi dans la défense parisienne. Le premier c'est qu'il y a un marquage qui est inexistant. Le placement des joueurs dès qu'on est dans les 16 mètres du gardien, il pue la merde littéralement, ça a été prouvé sur le premier but et le troisième. Et le deuxième but, c'est l'inefficacité des défenses. On peut même pas parler d'inefficacité, ils n'ont rien fait. Le joueur d'Aston Villa, il part du rond central de son côté à lui. Il a fait tout le terrain jusqu'aux 16 mètres de notre gardien. Il n'y a pas un putain de défenseur qui va sur lui. 4 défenseurs sur la même ligne. Il y a un joueur d'Aston Villa pour les 4 là. Les 4 ils sont là, ils disent putain on va le tenir, on va tenir avec 8 mains, on va le tenir le mec pour pas qu'il avance. Et tu te dis pas qu'il y a un trou du cul qui pourrait avancer pour aller sur le porteur du ballon pour l'empêcher de se promener. Personne le fait. C'est ce que j'explique. Les attaquants, quand tu les vois réussir à transmuter, faire des trucs super bien et tout ça ensemble, tu sens vraiment que ils sont en osmose les uns avec les autres. Les défenseurs, c'est pas du tout le cas. Ils sont en panique totale dès qu'on n'a pas le ballon. C'est impressionnant de voir de tels errements de la défense. Et l'autre but, c'est pareil. Le but qu'on se prend là, encore une fois, je vous dis, marquage ou manque de pressing. Là, le premier, c'était marquage, dans les 16 mètres. Le deuxième, manque de pressing, mais vraiment, c'est caricatural ce qui s'est passé. Vraiment, c'est caricatural parce que là, vraiment, le gars, il est parti, je vous dis, du rond central de son côté à lui jusqu'aux 16 mètres chez nous et c'est passé. C'est incroyable de voir que des défenseurs de formation qui ont des fois 10 années d'expérience sont incapables de se dire « Putain, mais mon collègue, il est à côté de moi, il est en train de reculer. Peut-être que ce serait intéressant que moi, j'arrête de reculer pour aller jusqu'à l'attaquant. » Bah non, ils le font pas, voilà. Et le troisième but, qui arrive 2 minutes après, le troisième but, eh ben, t'es dans la surface, t'as 5 Parisiens, je crois, qui sont dans les 2 mètres du gardien, 2 mètres de Donnarumma, donc à mon avis, ils le font plus chier qu'autre chose. Et t'as un joueur d'Aston Villa dans cette phase-là. Il y a 3 joueurs de Paris qui sont sur le même joueur marqué. Ils empêchent le même joueur d'avoir le ballon. 3, les gars, 3. Par contre, je crois que c'est Rashford qui est au point de penalty. Alors là, tranquille, hein, tranquille Rashford, fallait quand même pas l'emmerder. Hein. Et j'en parle sans... Enfin, vous allez dire que je crache sur les joueurs du Paris Saint-Germain, mais c'est juste que cette défense-là, ce niveau de défense, en tant que professionnel, c'est déjà pas autorisé d'être aussi mauvais en placement et d'être aussi mauvais en pressing. C'est encore pire quand t'es en quart de finale de Champions League. C'est incroyable d'avoir un niveau tellement bas en théorie. Je l'ai déjà dit, donc je vais pas radoter trop, mais pour moi, il y a une différence entre se foirer dans la pratique, ça veut dire qu'un joueur te fait un passement de jambe, réussit à faire un 1-2 et toi tu l'as pas vu venir, donc bim, tu te fais avoir, et se faire avoir dans la théorie. La théorie, c'est ce que tu es censé maîtriser, c'est-à-dire qu'il se passe ça pendant le match, tu sais que dans ces circonstances-là, il faut réagir de cette façon-là, tu le fais. Et des fois ça suffit, des fois ça suffit pas parce que l'autre joueur il court mieux, parce qu'il a tiré le passement de jambe qui va te niquer, mais là le problème il est théorique, ça veut dire que les défenseurs de Paris, sur les 3 buts qu'on se mange, ils n'ont pas fait ce qu'il faut faire normalement. Pour n'importe quel mec, même un amateur, aurait dû faire ça. Il l'aurait peut-être pas arrêté, mais au moins il l'aurait fait. Et le problème là, c'est que les 4 professionnels de Paris, ou même 5 des fois, eh ben ils n'ont pas fait le minimum syndical, ils n'ont même pas fait ce que tu es censé faire dans cette circonstance-là. Et ça, je leur en veux beaucoup. Après,
Le reste du match, globalement, quand j'ai vu qu'on a commencé à tenir, je me suis dit: «C'est bon, le plus dur est fait». Quand j'ai vu que, je crois que c'est à la 57e minute ou 56e qu'on se prend le 3e but. Quand j'ai vu que ça tenait à la 60-65e, il y avait plus rien et qu'on commençait un peu à reprendre du poil de la bête, à ravoir des actions, je me suis dit: «La tempête est derrière nous, ça va aller» et plus Unai Emery faisait des changements, plus je sentais Paris serein parce que je sentais qu'ils se mettaient tellement en danger avec ça que même s'ils rattrapaient le score, ils allaient se faire rattraper derrière parce que Enrique a temporisé. Il a fait juste rentrer Doué, trop tôt pour moi, comme je l'ai dit avant. Pour moi, il fallait laisser Barcola encore un peu, surtout que Barcola se démerdait plutôt bien, globalement, et que Doué n'a pas apporté grand-chose. Et surtout, je me suis dit, bah, il y a des joueurs frais qui peuvent rentrer, il y a Zaïre Emery, surtout que Vitinha était catastrophique. Là, la tête qu'il fait en retrait, là, c'est une passe décisive pour l'attaquant adverse. Incroyable de faire ce genre d'erreur-là. Il y a eu aussi un truc qui s'est passé, je trouve, une grosse différence entre tous les matchs que j'ai pu voir de Paris Saint-Germain, c'est que le milieu de terrain n'a rien maîtrisé. Là où d'habitude, le milieu de terrain, il est imperméable. Dès qu'il y a la défense adverse qui essaie de relancer, 2 fois sur 3, t'as le milieu de terrain qui est là et hop, pressing ou hop, récupération de la balle, hop, interception. C'est incroyable ce qu'ils font. Je crois que j'ai rarement vu autant de passes ratées de la part du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Là, que ce soit Vitinha ou même Neves, ça fait quelques erreurs. Après, Vitinha était tellement catastrophique, pour moi, c'était le pire joueur du milieu du terrain, que à côté, Neves, ça va. Et Ruiz, c'est bien, s'en est bien sorti. Franchement, là, je pense que c'était le meilleur des 3 milieux de terrain. Après, par contre, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Donnarumma a été impeccable. Il se mange 3 buts, on est d'accord. Mais bon, il y en a 2, c'est des contres, il peut pas faire grand-chose. Et derrière, là, les arrêts qu'il fait... Oh là là, il nous a tellement sauvés, là. Pour moi, le plus marquant de tout ça, c'est la tête, où il arrive à la repousser. Vraiment, il va la chercher. Faut aller la chercher, c'est compliqué. Et non seulement il va la chercher pour l'empêcher de rentrer, mais en plus de ça, il la repousse avec la main de façon tellement intelligente que elle aurait pu revenir sur l'attaquant d'Aston Villa qui était à côté, et en fait, il fait exprès de la pousser pour qu'elle sorte et qu'il ne puisse pas la récupérer. Il y a eu plein de moments, je ne vais pas citer tous les moments, mais en fait, ça fait plaisir parce que Donnarumma a souvent été critiqué parce que dans les matchs décisifs de Champions League, on disait ouais, il a rien fait et tout. Là, contre Liverpool au retour, il a fait vraiment un super taf. Autant au match aller, c'est sa faute, il a fait de la merde. Là, le match retour à Liverpool, il s'est très bien démerdé. Et là, avec Aston Villa, il a montré ses talents. Et ça fait plaisir. Peut-être que c'est le match référence, en plus de celui de Liverpool, qui va lui permettre d'acquérir encore plus de confiance. Pour moi, il avait besoin de se rassurer en Champions League. Et là, il l'a fait. Il l'a clairement fait. Contrairement à d'autres, je vous dis, pour moi, les maillons faibles de cette équipe, c'était Vitinha. Dembélé, je trouve, malgré qu'il a été homme du match. Alors, Kvara n'a pas été terrible non plus, mais en fait, je reproche beaucoup à Dembélé certains mauvais choix qu'il a fait. Des fois, il part trop tôt, il se finit hors jeu. Ou à un moment donné, je crois que il y a Doué qui est dans la surface et qui attend une passe, et Dembélé, il tire de façon dégueulasse et elle foire. C'est plus les mauvais choix de Dembélé, en fait, qui m'ont dérangé que son jeu en lui-même, où il n'a pas fait trop de conneries. Et je trouve que Pacho, on va vite oublier ses performances mauvaises dans ce match-là, parce que à un moment donné, il sert de poteau, là, et puis il va empêcher le but dans les dernières minutes de jeu, là. Donc ça nous sauve d'une prolongation et des tirs au but, éventuellement. Donc on va penser qu'à ça en disant waouh, Doué, Pacho il nous a sauvés et tout, mais Pacho je l'ai vraiment pas trouvé bon dans ce match-là. Nuno Mendes aussi, même s'il met un but, j'ai vraiment le sentiment que il y a plein de moments où Nuno Mendes, je sais pas, il a un petit vélo dans la tête et il est perdu. Il est là et puis il y a quelques secondes comme ça de perdu où il va pas courir après un attaquant qui est en train de partir, où il va faire une passe ratée, où il va pas bien se placer, etc. J'ai vraiment ce sentiment en fait que Nuno Mendes, il est très bon 80% du temps, mais que t'as 20% où t'as vraiment l'impression qu'il est largement en dessous de ce qu'il est censé faire. Alors on peut pas être toujours ultra performant, mais j'ai vraiment l'impression qu'il oscille entre le « Waouh, c'est incroyable ce que tu fais Nuno » à « Oh putain, c'est dégueulasse ce que tu fais ». Il n'y a pas de juste milieu vraiment. Et là, ce match-là, pour moi, en est la preuve flagrante. Mais quoi qu'il arrive, ce match-là, le scénario fait que on va dire et on va être déçu des performances de Paris. Parce que oui, Paris aurait pu faire beaucoup mieux. Oui, Paris menait 2-0, ils se font rattraper 3-2 et ils se mettent en danger. Et si, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si jamais on s'était pris un but à la 70e minute de jeu et qu'on avait tenu bravement jusqu'à la fin, on aurait dit « Wow, bravo Paris, ils ont réussi à tenir face à la forteresse imperméable de Villa Park », parce que comme je l'ai dit, il y a très peu d'équipes qui ont gagné la balle. Bayern s'est fait torcher, il n'y a que Arsenal, je crois, qui a gagné cette année chez eux. Donc on aurait dit bravo, mais c'est le fait que Paris a gagné 2-0, qu'ils sont sentis trop beaux, qu'ils sont sentis rassurés, que pour eux la qualification était gagnée,
qu'ils se sont relâchés, ils se sont mangés un but, ils se sont dit c'est pas grave. Et là, quand il y en a un deuxième, il y a le choc psychologique, le rappel du Real Madrid et tout ça. Et du coup, bam, on enchaîne avec un troisième but. Et du coup, tu te dis le quatrième pourrait être pas loin. Et il est là, en fait, le problème. C'est que les gens, ils se sont dit, putain, l'équipe de Paris, eh ben, si tu oublies la première mi-temps, tu te rappelles que de la deuxième, parce que les gens ont la mémoire courte, et ils vont dire, bah, Paris a pué la merde. Paris, qu'on voyait comme des favoris à la Champions League, vu le match qu'ils viennent de faire, on peut plus les considérer comme favoris. Alors qu'on est dans un match retour, où on gagnait déjà de 2 buts d'écart, et il fallait absolument que Aston Villa soit agressif, et on a tenu bon. On a tenu bon. Et il y a 2 ans de ça, il y a 1 an de ça, il y a 3 ans de ça, on n'aurait jamais tenu le score. Clairement, psychologiquement, Paris, quand ils sont en train de perdre, ils s'effondrent la plupart du temps, ou dès qu'ils sont en danger en Champions League, ils s'effondrent. Et là, ils ne se sont pas effondrés. Oui, il y a eu 15 minutes de relâchement dégueulasse, voire même 20. Franchement, je suis d'accord, ça a été nul à chier. Mais il y a eu une réaction de la part de Paris qui a su reprendre les choses en main. Et que tu vois, les 10 dernières minutes, ils sont fébriles, mais ils tiennent doucement parce que ils savent que c'est la merde. Mais ils finissent par gagner. On finit par se qualifier en demi-finale. La manière était pas forcément là dans ce match-là, mais encore une fois, les matchs de Champions League, c'est 2 matchs, donc il faut considérer les 4 mi-temps qu'il y a eu, et pas juste la dernière qui va nous marquer, parce que c'est la dernière qu'on a eue et qui était effectivement dégueulasse, mais le reste a été bon, et globalement, Paris a fait preuve, malgré tout, d'un tempérament qui leur a permis de tenir et de pas perdre, de pas se prendre un 4e but qui, lui, aurait pu faire très 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 mal. C'est ça qu'on retient, voilà. Et on retient aussi la réaction des Parisiens qui était triste à la fin, alors qu'ils auraient dû être heureux de la qualif, mais ça montre un peu le côté perfectionniste des joueurs qui ne peut pas se satisfaire d'une performance pareille, notamment en deuxième mi-temps. Et ça, c'est une très bonne chose de voir qu'ils ne se contentent pas de la qualif et qu'ils sont déçus de leur perf. Ça va peut-être être... Les gens, ils disent, ouais, c'est le coup de massue qui va les niquer. Moi, pour moi, c'est surtout le coup de pied au cul qui va les réveiller et qui va leur faire dire, eh les gars, on vous a vu comme des favoris il y a une semaine de ça, là, vous redescendez sur Terre, vous êtes les outsiders. Pour moi, depuis le début, c'est les outsiders. Il faut que vous restiez dans cette peau d'outsider et que vous fassiez déjouer les pronostics et que vous montriez votre niveau incroyable en vous battant, en étant performant, et pas en vous reposant sur les statistiques, sur les bookmakers et compagnie. Et c'est ce qui s'est passé ce soir, il y a eu la réaction d'orgueil heureusement à la fin, et il faut qu'il y ait cette réaction encore pour 3 matchs les gars. 3 matchs à tenir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire, si vous êtes d'accord avec mes prédictions, si vous avez eu peur aussi pour le match, ça m'intéresse de savoir si j'étais le seul à pas être trop inquiet, je vais pas dire que j'étais pas inquiet du tout, mais globalement, je le sentais plutôt bien. Et puis, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Et si vous avez été au bout de la vidéo, mettez bravo Donnarumma, il le mérite. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!